Marina, plage, soleil. C'est aux vacances que le Languedoc et le Roussillon associés font penser. Mais la vigne et le vin ne sont jamais bien loin. Les paysages comme les crues y sont multiples. La pierre construit les châteaux, structure les sols, génère les saveurs. L'été offre l'exubérance, l'automne, la beauté sereine. C'est la saison que nous avons choisie pour vous faire découvrir les vignobles et le vin de ces rives de la Méditerranée. Eh ben, en tout cas, mon cheval, il aime bien manger la vigne. Il ne mange pas de la vigne, il mange du merlot, qui est un cépage qui est chez Listel depuis plus d'un demi-siècle, cépage bordelais d'origine, et que les gens des Salins du Midi, qui étaient très avant-gardistes, ont planté ici, bien avant que ça devienne à la mode, et qu'aujourd'hui, on voit fleurir partout Merlot, Cabernet Sauvignon. Nous avons ces cépages-là depuis plus de 50 ans. Et c'est un cépage qui s'est très bien adapté à nos climats, et qui produit des vins beaucoup plus structurés, et qui permet au niveau du gris d'arriver à cette complexité pour un rosé qui n'est pas courante. On dirait du sable au sol. C'est du sable vraiment ou de la terre? C'est bien du sable, ça n'est pas de la terre. C'est du sable comparable à celui que vous avez sur la plage. Lorsqu'il y a des tempêtes de vent d'est, la Méditerranée dépose des cordons dunaires sableux et donc ces sables ont été plantés en vigne. On ne peut pas parler des sables sans évoquer le phylloxéra parce que l'histoire du vignoble des sables y est intimement liée et il a détruit en l'espace de 10 ans tout le vignoble français. Et on s'est aperçu à cette époque que les vignes qui étaient dans les sables n'étaient pas atteintes par le phylloxéra. Toute la région d'Aigues-Mortes a vu son vignoble multiplié par 10 à peu près il y a un siècle. Un problème majeur est de bien séparer l'eau douce et l'eau salée. Alors pour éviter qu'il y ait des pénétrations réciproques, on est amené à établir des canons de grand format qu'on appelle des roubines. Et ces canaux sont maintenus pleins d'eau douce de façon à éviter que l'eau salée vienne vers nous et que notre eau douce s'échappe vers les salins. La vigne trouve son eau dans le sol, à environ 1 mètre de profondeur. Elle trouve cette eau dans une mince couche de quelques centimètres qui se situe au-dessus d'une nappe salée très épaisse qui est en dessous. Et cette petite couche d'eau douce alimentée par les pluies permet à la vigne de trouver l'eau qui lui est nécessaire. Et il faut savoir que la vigne est une plante peu exigeante en eau. Pourquoi il y a de l'herbe qui pousse dans les vignes? Il y a de l'herbe qui pousse dans les vignes parce qu'en fait, nous venons de terminer les vendanges, comme vous pouvez le voir. Et juste après les vendanges, nous semons du seigle. Ça a 2 fonctions. La première fonction, c'est d'éviter que le vent nous emporte le sable pendant l'hiver, déchausse les pieds de vigne. Le deuxième intérêt, c'est que ce seigle va être mangé par des moutons qui vont venir de l'accro d'ici le 15 novembre. Nous allons avoir 5000 moutons dans ce vignoble qui vont venir, qui vont manger le seigle et qui vont rester ici jusqu'à la fin du mois de février. Nous récupérons ensuite les déjections des moutons et ça nous fait une fumure naturelle qui est enfouie dans ce sable et qui permet d'avoir un enrichissement de notre vignoble sans avoir recours à des produits, disons, un peu moins nobles, un peu plus chimiques. Allez, ça va, on va se faire la grillade? Alors d'abord un gris, on va le voir. On peut goûter. Lorsqu'on va le servir.
Là, si on le regarde en transparence, on a des nuances qui sont saumon et non pas rose-rouge. La différence est obtenue grâce à la vinification, mais surtout au départ au terroir. Des vins gris, on peut les produire dans les sables, parce qu'il y a peu de couleurs, le raisin se colore peu dans les sables. Et lorsqu'on fait la vinification, on ne fait pas macérer la pellicule, qui est colorée, donc on obtient un jus qui est plus pâle. Et on a même supprimé l'utilisation du soufre totalement, si bien que ce sont des vins qui sont faciles à boire et ne donneront pas mal à la tête. Ce n'est pas un vin à garder dans sa cave. Lorsqu'on achète un vin gris, c'est pour le boire. Il est à consommer l'année de sa production. L'année suivante, on passe au millésime suivant. Un vin rosé s'accommodera d'un plat un peu plus résistant. Un gris ira avec tout un repas. Moi, je le trouve très bon, mais surtout, en plus, je trouve qu'on pourrait le prendre peut-être à l'apéritif aussi. Parce que c'est vrai, c'est agréable, oui. C'est très fruité. Très frais, voilà. C'est un vin qui privilégie le fruit, qui a peu de tanin, donc il n'accroche pas, il glisse bien. Il est velouté. On peut dire que c'est un vin qui est en même temps féminin comme caractère. Ça me va. Si c'est féminin, ça me va. Ça, très bien. Et la culture raisonnée laisse aux animaux emblématiques les grands espaces de la Camargue protégée. Et nous sommes sur un terroir de diluvion alpin. Ce sont des galets roulés qui ont été amenés par le Rhône et ses affluents. Il y a eu une accumulation dans le golfe du Lion de tous ces matériaux, tout le long du littoral d'ailleurs. Hein. L'extrémité se trouve à Saint-Georges-d'Orques et puis tout le long du littoral jusqu'au Rhône, nous avons ces matériaux qui ont été amenés comme ça au moment de la montée des Pyrénées, hein, à l'époque quaternaire. Il y a eu également un soulèvement qui a fait émerger tous ces galets. Donc un excellent terroir qui permet une maturité très bonne des raisins. C'est facilité évidemment par la présence de ces galets qui accumulent de la chaleur pendant la journée et puis qui la restituent ensuite la nuit. Cette maturité est facilitée par la présence de la mer. Et suivant l'heure de la journée, il y a des vents qui viennent du secteur nord. Et puis ensuite, à partir de midi, 1h de l'après-midi, il y a les vents qui viennent du marin jusqu'au soir. Et ça amène de l'humidité qui facilite également la maturité des raisins. Oui, alors je voulais aussi parler un petit peu de cette légende de la taille. Hein. Vous savez qu'on dit, dans divers pays d'ailleurs, je l'ai entendu ça en Égypte également, on dit que c'est un âne qui a appris à tailler au premier vigneron. Alors je ne sais pas si c'est Noé, on dit que c'est Noé, mais enfin c'est pas sûr. Hein. Alors cet âne a brouté les sarments d'une souche qui l'année d'après a produit de magnifiques raisins. Et à partir de là, on s'est dit que il fallait couper ces sarments pour produire de meilleurs raisins. Alors on dit aussi que c'est Saint-Vincent, c'est l'âne de Saint-Vincent qui un jour a brouté les sarments de sa vigne. Oui, donc nous sommes dans une vigne de Carignan. Ça c'est un vieux cépage de la région hein, que l'on cultive de moins en moins parce qu'il est très productif et parfois il donne des tanins parfois un peu grossiers, mais une production qui est très qualitative sur ce cépage. Cette taille en gobelet là, nous permet d'avoir des coursons avec 2 yeux, on appelle ça des yeux. Et c'est ce qui va donner les bourgeons ensuite au printemps. Chaque courson va donner 2 bourgeons et chaque bourgeon donnera 2 grappes de raisin. Nous sommes en train de procéder à une taille en cordon de Roya. C'est une Syrah hein, qui a 8 ans. L'appellation coteau du Languedoc impose cette taille en cordon de Roya. Nous n'avons pas encore prétaillé. C'est quelque chose qui apparaît relativement simple, mais qui est un travail minutieux, puisqu'on prépare la récolte suivante. Suivant le nombre d'yeux qu'on va laisser à la taille, on va avoir
plus ou moins de quantité récoltée. Mais comme la quantité récoltée est directement en fonction de la qualité récoltée, eh bien, il faut pondérer cette récolte. Voilà l'objectif de la taille. Hein, la taille, ça permet de contrôler la sortie future des raisins. Nous utilisons cette prétailleuse parce que la conduite de la vigne sur espalier, sur fil, les sarments sont entortillés sur les fils de fer. Et donc il faut essayer de désentortiller ces sarments pour pouvoir tailler. Or, on a préféré le faire à la machine parce que ensuite la taille est beaucoup plus facile à réaliser et on gagne à peu près 30% de temps de taille à la main. On est en train de procéder à la taille avec des sécateurs pneumatiques et vous entendez maintenant le bruit caractéristique de ces sécateurs. Travaillant au fil des saisons les vignes de Calade, René Gasque prolonge son ancrage au terroir dans son petit atelier de sculpteur. Et tous les week-ends, je passe à faire des... Bon, je vais chercher des grappes parce que je suis dans le vin, en fait. Il y a beaucoup de gens là, qui aiment le galet noir. Ça ressemble davantage au galet là. C'est ce galet là que j'explose avec le ciseau. Ça me fait les feuilles. Il est de naturel et puis il y a les couleurs qui sont ton sur ton et c'est magnifique. Dans le port de Sète, au bord de l'étang de Thau, sur la rive faisant face au vignoble, un irréductible quartier de pêcheurs conserve ses cabanes de bois et ses filets à anguilles. Bon, je vais vous expliquer comment on fait les moules farcies à la sétoise. Dans les moules farcies à la sétoise, ce sont des moules qui sont vraiment farcis, parce que quand ailleurs on vous dit des moules farcis, c'est juste avec un peu de beurre d'escargot de la chapelure. Alors qu'à Sète, ce sont des moules vraiment farcis. Bon alors, vous allez voir. Alors on prend des moules grosses, vous voyez, comme elles sont grosses. On fait une farce, qui est ici. C'est une farce de viande hachée, porc et bœuf, avec quelques herbes, ail, persil, un peu d'œuf pour coller, du pain trempé dans l'eau, on mélange tout ça et ça fait la farce. Alors le plus compliqué, c'est d'ouvrir la moule. Alors vous voyez, vous ouvrez la moule au milieu, comme ça. Ouais, vous voyez, afin qu'il y ait de la chair d'un côté et de la chair de l'autre. Parce que cette chair, elle va recouvrir la viande. Et le fin du fin, c'est qu'il faut casser le muscle, vous voyez la claque. Sans ça, si vous ne cassez pas ce muscle, si vous ne faites pas cette opération, la moule, quand elle va chauffer, elle va s'ouvrir. On casse le nerf, on la met là. On casse le nerf, on la met là. On casse et on met là. Alors on va farcir des moules. C'est d'une facilité déconcertante. Regardez, on prend la farce, on la met dedans, on ferme et tout ce qu'il y a autour, on l'enlève et on la met dans la casserole. On met la farce, on appuie, ce qui est en trop, on l'enlève. Et voilà. C'est d'une facilité déconcertante, vous voyez. Et là, maintenant, je vais vous faire voir la sauce. Donc, j'enchaîne sur la sauce. Non, j'enchaîne pas parce que je sais pas ce qu'il me faut. Alors, pour faire la sauce, un peu de tomata. Vous voyez. Voilà. Un bon vin blanc cuisine. De l'eau. Un peu de sel, un peu de poivre. On remue tout ça, tout simplement. Il y a une finesse qui veut qu'on mette une peau d'orange dedans. Mais enfin, c'est deux écoles. Certains la mettent, d'autres ne la mettent pas. Et on fait cuire tout ça couvert pendant demi-heure. Pour ces moules farcis, comme pour les huîtres de Bouzigues, à quelques encablures de là, on produit le pique-poule de Pinet, vin blanc au reflet d'or vert, issu d'un cépage autochtone.
Et les moules farcies à l'acétoise sont toujours servies avec les spaghettis. Alors vous remarquez qu'il y a la sauce à l'américaine par-dessus. On a mis un petit cordon de sauce à l'américaine qui est simplement la liaison de la sauce des moules avec de l'ail. Voilà. Voilà la véritable recette des moules farcies à l'acétoise. On ouvre la coquille et on trouve la moule entière farcie dans sa coquille. On fait à 7 une recette similaire qui sont les encornets farcis. C'est pratiquement semblable mais avec les encornets farcis. Les encornets farcis, on les trouve tout autour du bassin méditerranéen. Moi, l'autre fois, j'en ai mangé en Tunisie, j'en ai trouvé en Grèce. La moule farcie, on ne la trouve pas, on la trouve qu'à 7. Avant de devenir la voie d'eau préférée des touristes nonchalants, le canal du Midi, site classé à l'inventaire de l'UNESCO, permit dès la fin du XVIIe siècle de transporter le vin de Sète à Toulouse et de là vers le port de Bordeaux pour partir à la conquête du monde. La voie domitienne fut tracée par les Romains 2 siècles avant notre ère. Elle porte encore les traces des roues des milliers de chars qui assuraient les déplacements de l'armée, puis le transport des marchandises de la vallée du Rhône aux Pyrénées. Les Romains ayant développé la culture de la vigne dans la province de la Narbonnaise, des fabriques d'amphores s'installèrent près des sites viticoles. À Salelles-d'Aude, non loin de Narbonne, les vestiges de l'une d'elles sont mis en valeur dans un musée qui les abrite. Le développement du vignoble se faisant jour et la volonté d'exporter le vin gaulois au loin, c'est-à-dire d'avoir un vignoble qui non seulement alimente les populations régionales, mais soit capable d'aller plus loin, ceci a donné lieu à la naissance de techniques nouvelles, de fours de beaucoup plus grande taille pour cuire des amphores. Nous estimons qu'ils produisent de l'ordre de 3500 amphores chaque année. Je m'assieds ici sur le siège du potier authentique, contre le mur, comme généralement. À mes pieds, il y avait l'empreinte du tour de potier qui est aujourd'hui comblé pour être protégé. Donc le potier était là et tournait son volant avec son pied. On va d'abord faire la panse de l'amphore, ce sont des amphores à fond plat. On va faire indépendamment le col, puis les anses, et tout ça va sécher séparément. Et ensuite, on va les adapter les uns aux autres et obtenir un objet parfaitement fini, qui n'ont pas du tout l'image de ces longues amphores à fond pointu que tout le monde a vu sortir de la mer. Elles sont cependant relativement fragiles, la paroi des amphores étant fine. On a mis un paillage autour des amphores, comme on le fait de nos jours pour les bonbonnes. Ça leur permet de voyager sans se casser. Ce vin se vend en général vieux, de quelques années probablement. Nous connaissons certaines amphores de cette région biterroise, languedocienne, narbonnaise, qui ont voyagé jusqu'à Rome, par exemple, et qui nous indiquent que ce vin a 5 ans d'âge. Il arrive que l'on trouve sur une amphore l'adresse. Par exemple, on a trouvé une amphore à Fos-sur-Mer sur laquelle il y a écrit « Via Laietana à Rome », l'adresse de livraison. Ces amphores permettaient le transport du vin de Gaule vers l'Europe du Nord, la vallée du Nil, parfois même jusqu'au rivage de l'Inde, et paradoxe, vers l'Italie elle-même. Bon, ici on est dans une parcelle qui s'appelle pêche de rouillere. Pêche de rouillere, le rouillere parce que c'est le chêne vert, et le pêche parce que c'est une petite colline. Et on est donc sur le village de La Connette, dans le Minervois, dans la partie la plus haute du Minervois, ou en tout cas dans la partie qu'on appelle le Grand Causse. Mais c'est un causse spécial, c'est un causse faillé. C'est un causse faillé, c'est-à-dire que quand il pleut, ici quand il pleut, bien que la porosité des sols ne soit pas supérieure aux autres sols, l'eau pénètre, l'eau rentre, l'eau s'évacue. C'est-à-dire que l'eau s'évacue, les racines rentrent profondément, et quand on fait de la spéléo dans le pays, on trouve des racines de vigne à plusieurs mètres en profondeur qui sont descendues jusqu'aux cavernes, jusqu'aux grottes. Donc on a là un système fantastique qui permet un enracinement profond et donc une résistance à toutes les sécheresses. Le stress hydrique ici, ça commence à venir. Ça commence à venir chez les gens qui jouent trop l'engrais, qui jouent trop le matériel lourd dans les vignes. Il est plutôt un produit d'une mauvaise culture de la vigne. Cet amoureux profond de son terroir déploie des soins attentifs pour que soit reconnue l'appellation de son village. Et dessous, alors là, il faut voir. Faut dire que là, on cultive le terroir, nous, ici. On cultive le terroir. Mais si vous sentez cette terre, si vous la sentez, cette terre, comme ça,
Parce qu'il faut toujours la sentir, la terre. Et bien, si vous sentez cette terre, vous avez une palette aromatique immense déjà, riche. Ça sent pas seulement l'humus, ça sent plutôt l'herbe sèche, ça va sentir parfois même un peu les épices. Et chaque terre a son odeur, et on peut bien penser que chaque odeur, que chaque terre, que chaque odeur va influencer différemment le cépage qui est dessus. Et mon cinsault sur cette terre ne donnera jamais la même chose que le cinsault sur une terre qui a une autre odeur ou qui a, ou qui a été travaillée d'une autre manière. On est dans une parcelle de cinsault. Le cinsault est un vieux cépage, vieux cépage languedocien, un peu comme la clairette, aussi ancien. Ici, on a une abondance presque excessive cette année. C'est la raison pour laquelle on a retardé le plus possible. On a retardé le plus possible la récolte, de façon à avoir ce passerillage ici, là. Cette dessiccation, ce passerillage qui est toujours tangent. Hein. On joue, on risque gros là, puisque le temps peut tourner d'un moment à l'autre. Mais on a confiance dans ce pays, on a confiance dans le vent nord. Et ce vent nord nous apporte cette dessiccation. Là, on est un peu limite. Hein. Là, c'est parfait. Si on goûte ce raisin comme ça, on a des odeurs très concentrées, on a des arômes très concentrés, on a... Ah, c'est pas la confiture, il ne faut pas exagérer. Mais on commence à rentrer dans des arômes complexes qui vont nous garantir, qui vont rentrer dans l'orchestration du vin qu'on va faire derrière. Voilà. Moi, je suis heureux. Voilà. Je suis heureux d'avoir ces phénomènes. Dans le pays, classiquement, on a plutôt peur de ça parce qu'on sait que dans 3 jours, le raisin il est foutu. Et on sait aussi que s'il pleut maintenant, on a là un ciel couvert, on sait que s'il pleut beaucoup maintenant, c'est pas dans 3 jours qu'il est foutu, c'est demain. Donc il y a une prise de risque qu'on fait ou qu'on ne fait pas, suivant la démarche dans laquelle on s'inscrit. Voilà. Et alors ça va être formidable. Ça, c'est formidable. Ça, c'est un cadeau de la création. Hein. Enfin, c'est un résultat de notre travail quand même. Hein, parce que... Soumise aux caprices de la nature et aux perversions des hommes, la viticulture méridionale connut une succession de crises graves. Le phylloxéra a provoqué une crise tout à fait considérable en Languedoc. En 20 ans, il a détruit l'ensemble du vignoble. Et ce vignoble, lorsqu'on a découvert les moyens de lutte contre cet insecte, on a replanté l'ensemble du vignoble, mais comme on avait également replanté en Algérie, il y a eu une surproduction tout à fait considérable en 1907 et qui s'est manifestée par toute une série de mouvements sociaux dans tout le sud de la France. Et Clémenceau a envoyé des troupes du nord de la France. Il y a eu plusieurs morts, et notamment sur la place de l'hôtel de ville de Narbonne. Et ça a provoqué en même temps la révolte du 17e régiment d'infanterie qui est basé à Béziers et qui était composé de fils de vignerons. Salut à vous, braves soldats de 17e. Salut, brave piou-piou. Le grand-père est là, et donc il a défilé d'Agde à Béziers, la crosse en l'air. Et ça, c'est son livret militaire. Et sur le livret militaire, on voit que le 17e régiment a été supprimé après les manifestations. Et beaucoup d'entre eux furent déportés dans le sud tunisien. Et depuis 1907, qui a marqué là aussi l'histoire, la mémoire collective de l'ensemble des gens d'ici, 1907, avec un représentant emblématique qui s'appelait Marcelin Albert. Et Marcelin Albert a su tenir les propos nécessaires à fédérer les gens. Mais aujourd'hui, je me revendique méditerranéen et je crois qu'il va falloir développer ce concept de Méditerranée de façon très importante. Mais pourtant, il fut un temps où nous étions un peu en guerre en Méditerranée. Il y avait des choses qui n'étaient pas bien, qui étaient faites. Nous dénoncions depuis quelque temps le fait que d'Italie venaient des volumes d'hectos de vin beaucoup plus importants que ce qu'il était naturellement possible de fabriquer en Italie. Alors on disait, on fait des vins artificiels. Il y a des industriels. Ce n'est pas les producteurs italiens, ce n'est pas le vigneron italien. Mais il y a des industriels qui utilisent le concept italien, le territoire italien, pour faire des volumes de produits bas de gamme, qui le fabriquent. Alors on ne nous croyait pas.
On me disait, mais c'est pas vrai, vous inventez, c'est parce que vous vendez pas mal votre vin. On disait, on prend de l'acide tartrique, un peu de glycénol, un peu d'eau, un peu de sucre, et tout ça, ça fait du vin. C'est pas possible, c'est pas possible. Un jour de 81, le 10 août, on nous informe qu'un bateau est ancré au port de Sète. On y va. Il y a 50, nous arraisonnons le bateau, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de violence, rien du tout. Et nous installons sur le bateau en disant, voilà la preuve, comme quoi on fabrique du vin. En effet, les cuves du bateau étaient organisées de façon qu'on pouvait élaborer du vin pendant le voyage qui venait de Sicile jusqu'au port de Sète. D'un seul coup, les médias, qui sont arrivés en courant, ont constaté que ce que nous disions était vrai. Et politiquement, tout le monde a convenu qu'il y avait certes un acte qui n'était peut-être pas d'une légalité la plus totale, mais qu'il n'y avait pas de quoi nous mettre en prison, ce qui fait que je suis encore là pour en parler 20 ans après. Voilà. Et Lampélos est resté dans la mémoire collective des gens un petit morceau d'histoire de la lutte viticole. Les enfants de Lampélos aujourd'hui sont des garçons, des filles qui élaborent des produits de haute qualité et qui ont cette même passion de lutteur pour aller prendre des parts de marché. Nous fêtons le centenaire de la coopération. La coopération est une vieille histoire, vieille parce que bon, elle a 100 ans et elle est née de la misère. Et moi j'ai toujours envie de dire qu'elle est mère de prospérité, bien entendu. Donc pourquoi fille de misère? Parce que la notion coopérative est née en période de crise. C'était donc en 1901, il commençait à y avoir les premières manifestations d'une surproduction, de fraude organisée par des gens qui étaient peu scrupuleux. Et donc les vignerons, les petits vignerons se sont réunis et ont inventé un système groupé, un système organisé. Premièrement, c'est l'acapitalisme, c'est-à-dire que la coopérative, ce n'est pas un lieu où on leur rémunère le capital n'existe pratiquement pas, c'est le lieu où l'on rémunère la qualité du produit apporté par chaque adhérent. Le deuxième élément, c'est qu'elle obéit à une logique de territoire, en termes d'environnement, en termes de maintien d'une agriculture ordonnée, en termes d'organisation du paysage, etc. Tout adhérent doit amener la totalité de sa production. Donc on a intérêt à avoir une logique de qualité sur l'ensemble de l'exploitation de chaque adhérent. Donc quelque chose qui fédère les gens, permet des investissements conséquents, modernes, puissants. Sur des terroirs de schiste ou d'argilo-calcaire, de marne ou de cailloux roulés, les caves coopératives, comme les particuliers, ont désormais choisi la qualité. En fait, nous travaillons comme des particuliers avec une cave qui a une capacité de recevoir 80 000 hectolitres. Mais chaque viticulteur doit se différencier et travailler en fait comme un petit particulier qui fait 1000 hectos de vin ou 2000 hectos de vin. Puisque vous savez que sur notre massif des Corbières et dans l'appellation Phyto en particulier, il y a une mosaïque de terroirs, il y a tout différents types de sols, des schistes, des argilo-calcaires. Les vignerons amènent leurs parcelles, savent dans quelle cuve ils sont vinifiés. Et ensuite, nous avons la traçabilité complète de la parcelle, du terroir. C'est à partir de la dégustation qu'il y a une rémunération différenciée. Dans une même appellation, les vignerons sont rémunérés du simple au double. Ce sont des cuves qui ont en moyenne une trentaine de tonnes à l'intérieur. Et c'est compartimenté. La partie haute sert à la vinification. La partie basse sert au délestage et aux fins de fermentation. C'est grâce à la modernité en fait, et aux performances de l'outil technique que nous pouvons garder la tradition sur nos terroirs, que nous pouvons garder en fait, tout ce qui a fait nos appellations. Longtemps frontière virtuelle entre le nord et le sud, des crus de Corbières au Fitou, de Minerve à Quiribus, les châteaux cathares se confondent avec les montagnes qui les portent. Leur silhouette massive rappelle l'austérité et la soif d'absolu de ceux qu'ils protégèrent jusqu'au temps des bûchers. Benvinguts sigueu a Banyuls. Rassurez-vous, je ne vais pas continuer à vous parler en catalan, mais c'est simplement pour vous souhaiter la bienvenue sur ce vignoble de Banyuls, qui est le vignoble le plus méridional de France. Et le plus ensoleillé. Réunis administrativement, Languedoc et Roussillon partagent les seules rives du golfe du Lion.
Ici on parle catalan, là-bas on parle la langue d'oc, mais la passion de la vigne emploie les mêmes mots, avec le cru de Fitou en commun. Il y a, avant de passer la frontière de la Catalogne, le Fitou, qui est un petit peu de l'autre côté. Mais après, il y a toutes les côtes du Roussillon, les côtes du Roussillon village, en vin sec, en blanc, en rouge. Et puis, on fait des coulios. Et puis, après, c'est tout le berceau des vins doux naturels. Chaque année, les enfants du CM2 découvrent les métiers de la vigne. Dans la parcelle que possède la commune, sous la conduite de viticulteurs retraités, les papis, ils apprennent les gestes, recueillent les traditions, et c'est la fête quand ils vendangent leur parcelle. Pour l'école de Banyuls, c'est aussi un projet pédagogique qui s'appuie sur l'accomplissement du cycle, de la plante cultivée jusqu'aux fruits pressés. Bon, qui c'est les viseurs de saut? Lui là. Bon, il en faut deux des viseurs de saut là. C'est quoi des viseurs de saut? Mets-toi au milieu là-bas, mets-toi au milieu. Tu te verses, tu te mets au milieu là. Là, au milieu. Voilà, c'est bien. Regarde. Oh, quand tu attaques une souche, tu l'as fini. Après, tu passes à l'autre. D'accord? Voilà. Tu cueilles d'abord celle-là et puis tu peux la faire à l'autre. Alors, tu le vois le degré ou quoi? 14 rien que. Tu vas faire des piquettes. Comment s'appelle votre outil? Le réfractomètre. Je prends la réserve, je le trace sur le je regarde le degré. On voit un thermomètre avec des chiffres et on nous dit à quel degré il est le raisin. Et là, il est à 18 degrés. Désormais vignerons en herbe, les enfants arrosent au jus de fruits le pique-nique final de cette fête qui, chaque fin d'été, attire curieux et journalistes. J'ai écrit sur le vin français, sur la cuisine française. J'aimerais bien faire connaître le vin de la France. Ces vins sont élaborés donc à partir de ces vignes que vous voyez ici, de ce terroir. Oui. Et sont ensuite vieillis de façon très différente. Oui. Parce que c'est pratiquement le même vin au départ. Oui. Celui-ci a été élevé de façon très traditionnelle dans des grands foudres à l'intérieur des caves. Oui. Et celui-ci a été élevé d'une façon qui est relativement peu répandue, mais très originale. Oui. Il s'agit d'un élevage dans des bonbonnes au soleil. On peut ainsi provoquer des vieillissements qui vont modifier à la fois la couleur et les arômes des vins. C'est, je crois, le seul exemple que l'on ait au monde pratiquement d'un élevage oxydatif aussi poussé. Ce vin reste ici sur cette terrasse 1 an, été comme hiver. Ces bonbons ne sont pas bouchés hermétiquement, ils sont bouchés par des bouchons en grès pour qu'il y ait quand même le passage de l'air et on y met des boîtes dessus pour ne pas que la poussière et la pluie rentrent à l'intérieur. Nous sommes la seule maison à Banyuls à avoir ce type de vieillissement qui est vraiment particulier. Les fortes pentes caractérisent les grandes appellations du Roussillon. Et si la productivité est faible, la richesse en sucre, en tanins, en arômes est extrême. Après de la fermentation par mutage à l'alcool vinique, ces fameux vins doux naturels qui peuvent se garder des dizaines et des dizaines d'années. Pour le Banyuls traditionnel, l'élevage, c'est une oxydation.
contact avec l'air. Oui. Donc, pour qu'il y ait contact avec l'air, on ne remplit jamais le récipient. Ah, d'accord. Si vous mettiez un vin traditionnel, un Bourgogne par exemple, comme ça, vous auriez du vinaigre si vous le laissiez. Bien sûr, le pour ça que... le degré du bagnous, le pourcentage d'alcool qui est à l'intérieur, était suffisamment élevé pour que la bactérie qui donne le vinaigre ne se développe pas. Donc l'évolution est une évolution différente. C'est ce qu'on appelle une madérisation, une oxydation, c'est-à-dire une combustion lente et ménagée qui fait que le bagnous évolue sur des arômes qui sont des arômes de fruits confits, de fruits cuits, de fruits secs, que l'on ne retrouve pas habituellement sur les autres types de vins. C'est un peu le miel, c'est un peu, si vous voulez, un univers oriental, c'est les mille et une nuits au niveau gastronomique, c'est les pâtisseries orientales. Parce qu'ici, c'est la Méditerranée depuis les temps les plus anciens. On est plus familier des mille et une nuits que de Paris ou de la Bourgogne. Pour nous, c'était vraiment quelque chose qu'on ignorait complètement, même il y a 2000 ans, alors que ce qui se passait de l'autre côté de la Méditerranée, c'était familier aux gens d'ici déjà. Alors ça, c'est intéressant. Qui est le parfum de mille et une nuits. Je reviens. Nous avons une production de vin doux naturel qui est très importante et de types différents. Nous avons les vins doux naturels rouges dans notre région du Roussillon qui sont les Mory, Rivesaltes, Bagnous Grand Cru. Nous avons les muscats. Nous avons aussi également dans les départements voisins les muscats, comme le muscat de Frontignan, de Lunel, Baume de Venise, vous voyez, Saint-Jean-de-Minervois, tous ces muscats qui sont magnifiques, qui sont très aromatiques. Et l'on vous conseille les muscats avec le foie gras et le vieux Banyuls avec le chocolat. Mais rendons visite à Montpellier aux pharmaciens qui furent les premiers œnologues et qui enseignent encore aujourd'hui la science vinicole. Ici, vous avez quelque chose qui vous intéresse plus particulièrement, puisque c'est un petit appareil de démonstration de la distillation. Et la distillation de l'alcool a été remis au goût du jour au XIIIe siècle par un médecin de Montpellier, qui est Arnaud de Villeneuve. Il avait même créé des remèdes qui étaient constitués de vins médicinaux. Et on comprend pourquoi, puisque le vin permettait la dissolution des huiles essentielles et servait également comme antiseptique. Ici, dans la faculté de pharmacie de Montpellier, les professeurs d'œnologie continuent de veiller sur la santé des consommateurs de vin. En 1985, on a eu un problème extraordinaire, ça a été l'affaire du méthanol. On a eu un bateau qui nous venait d'Italie, nous apportant une quantité de vin qui débarquait à 7, et l'œnologue de 7 détermine l'alcool. C'est un œnologue scrupuleux, ce monsieur Hubert. Il utilisait chaque fois 2 méthodes. 2 degrés de différence entre les 2 méthodes. Il le porte à 5 heures du soir avec sa 2 chevaux. Il porte l'échantillon à monsieur Tête. Même résultat. On a pensé que ça pouvait être de méthanol. Monsieur Blaise, qui était au laboratoire depuis une dizaine d'années, immédiatement fait le méthanol. 26 grammes de méthanol. Bon, tout de suite, on a dit, mais c'est pas possible. 26 grammes de méthanol, il va y avoir des gens qui vont perdre la vue. Parce que c'est pas le méthanol qui est toxique. Vous l'apprendrez l'année prochaine. Ce sont ces métabolites. C'est le méthanal qui est toxique et qui, lui, attaque le nerf optique. Nous avons téléphoné à M. Tenlot, qui était le directeur général de l'Office international de la vigne et du vin, qui connaissait, comme c'était un ancien inspecteur général de la répression des fraudes, des responsables. On a pu faire arrêter les camions-citernes qui étaient partis de Sète vers le nord de la France. Ce qui fait qu'il n'y a pas eu un verre de vin qui a été bu par les Français. Il n'y avait pas de limite de méthanol dans les vins. L'OIV, aussitôt, a dit il faut des limites. Munis de leur diplôme, certains de ces futurs œnologues mettront leurs connaissances au service de la viticulture de leur pays. En Europe, bien sûr, mais aussi au Chili ou en Chine. D'autres retrouveront la terre de leur village, de leurs parents, pour élever au gré des sols et des cépages les Saint-Chinians et les Faugères, les Corbières ou les Malpères. Vignes, oliviers, chênes lièges.
les trois cultures méditerranéennes se rejoignent dans des couleurs qui inspirèrent les peintres fauves au début du siècle. Pour lever le liège, on coupe à l'arrache, on coupe le liège tout autour de l'arbre en haut. Puis ensuite, on le coupe en bas. On fend dans le sens de la longueur, on décolle tout autour le liège et puis on l'enlève carrément. Il est assez élastique pour être ouvert et enlevé carrément comme les planches que vous voyez là-bas. On lève à peu près chaque 15 ans. Notre liège ici à Vagnoux a été reconnu comme un très bon liège. La molécule est très serrée et donne un liège, paraît-il, impeccable. Il faut s'adresser aux bouchonniers pour avoir leur opinion. Sabaté, deuxième producteur de bouchons du monde. 5 millions de bouchons par jour, 4500 clients à travers le monde. Le bouchon, c'est effectivement un produit noble, un produit naturel. C'est le bouchon en liège qui aujourd'hui bouche les plus grands crus. C'est l'interaction du liège et du vin qui produit la bonification du vin. Le consommateur se plaint du trop fameux goût de bouchon qui empêche de déguster de manière agréable les vins. L'une des innovations marquantes récentes a été ce bouchon que notre maison, Sabaté, a mis sur le marché il y a environ 5 ans, qui s'appelle Altec. C'est quoi? C'est le meilleur du liège, cette farine, qui est la pulpe du liège, la subérine à l'état pur. Et avec cette farine, nous réinventons un bouchon qui lui donne sa structure unique, alvéolaire, qui garantit le vin contre tout risque de goût de bouchon. Nous sommes ici à Saint-Hilaire, à 10 km à l'est de Limoux, sur le terroir méditerranéen, qui est le plus chaud de l'appellation Limoux, et plus précisément dans le cloître de l'abbaye de Saint-Hilaire, où au XVIe siècle, les moines ont élaboré le premier vin pétillant de Limoux, qui est devenu la blanquette de Limoux. Alors le mot blanquette, pourquoi? Parce que le cépage Mauzac, qui constitue la base de l'appellation blanquette, a la particularité d'avoir le dos des feuilles de ce cépage, donc recouvert d'un velours blanc. Et lorsque le vent souffle sur le vignoble de Mauzac, on a une impression de blancheur que les vignerons ont appelée blanquetière. Blanquetière, d'où le mot blanquette de Limoux. Alors blanquette de Limoux, qui est un des vins effervescents les plus anciens. Nous avons des manuscrits donc, à Limoux où le seigneur d'Arc arrosait ses victoires avec moult flascons de blanquette de Limoux dans les années 1531. Maintenant ces principes issus de la tradition, AOC depuis 1938, la blanquette de Limoux, rejointe par le crément, fait appel aujourd'hui aux techniques d'élaboration les plus modernes. Donc voilà, ici nous avons le pupitre de commande avec le schéma de l'installation, avec ici la partie donc, schématisée du levain. Le levain donc, est fabriqué à partir de levures sèches actives qui vont être réhydratées dans du vin et de l'eau. Ces levures ont besoin de deux choses importantes, de l'oxygène et du sucre. On les élève et on les habitue à vivre dans un milieu où il y a très peu de nourriture.
Et donc, quand on va les injecter dans la cuvée et ensuite dans la bouteille, elles seront habituées à ce milieu-là, ce qui permettra qu'il y ait une mortalité beaucoup plus lente. Et c'est à ce moment-là que le vin tranquille, donc le vin classique, va se transformer en vin effervescent, donc en blanquette de Limoux ou en crémant de Limoux. L'important, c'est que lors de la prise de mousse, donc durant ces 5 semaines de prise de mousse dans la bouteille, c'est que la levure ne meure pas avant que tout le sucre soit consommé. Donc il faut qu'il y ait une concordance entre le temps de vie des levures et la consommation de sucre. Et en même temps, il faut que la pression soit suffisamment importante pour que quand le consommateur va enlever le bouchon de liège, il faut qu'il y ait une pression assez importante pour que ce bouchon donc, parte naturellement. Moi j'aime mieux quand c'est un petit peu plus sucré. Oui, nous avons plus sucré. Nous avons la blanquette demi-sec. Ah, la fameuse blanquette. Voilà, ça c'est pas la blanquette, ça. Ça c'est du crémant. D'accord. Ah bah on va goûter la On va différence. goûter, oui. Je vais vous donner 2 verres. Voilà, je vais vous faire déguster la diaphane demi-sec. Ah, la diaphane, Ah, ouais. on avait envie de Voilà, qui est un peu plus sucré que le thé. Dans le dédale des 7000 barriques des caves souterraines, Alain Guéda, président des œnologues de France, accueille dans l'entreprise un futur confrère issu de la fac de Montpellier. On va goûter. Il goûte ce chardonnay de Limoux, grand vin tranquille, né dans le berceau des vins effervescents. Donc un terroir méditerranéen, qui est le plus chaud, le plus précoce de l'appellation. Alors donc c'est clocher, puisqu'on appelle ce type de produit des clochers. Pourquoi? Parce que c'est issu d'une vigne qui est chaque année sélectionnée dans chacun des villages de l'appellation et qui ensuite est vinifiée séparément. Alors là on a le clocher de Sépi. Et donc ce clocher est vinifié et vendu aux enchères le jour des rameaux, donc en présence de grands chefs de la restauration. Pierre Troisvaux a été le parrain, mais ensuite Bocuse, Robuchon, Alain Ducasse, enfin tous les grands chefs français sont venus à tour de rôle présider ces enchères. Et une partie de cette vente aux enchères sert chaque année à restaurer un des clochers de l'appellation. La première partie du clocher au-dessus du deuxième puits de lumière a été construite en l'an 800 et le clocher a été restauré en 1994. Saint-Polycarpe, Saint-Hilaire 2000, Pieux 1999. À Limoux, le carnaval n'est jamais loin de la vigne et le vin est toujours proche de la fête. Depuis 4 siècles, le carnaval anime les arcades de la place centrale de Limoux. Les fécos évoluent avec leur gestuelle particulière, maniant la carabène, souple roseau décoré, taquin et indiscret, toujours cueilli au matin de la 3e gelée. Vins du Languedoc et du Roussillon à déguster avec sagesse, mais aussi des vins synonymes de fête autour du bassin méditerranéen, berceau de Dionysos ou de Bacchus.